Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, il fait chaud, très chaud, car je fais fondre des pépites d'or pour en faire un lingot. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Je me retrouve aujourd'hui avec Richard Grenier, qui est le propriétaire de la bijouterie Le Forgeron d'Or à Sainte-Marie-de-Beauce. Bonjour Richard. Bonjour Alicia, bienvenue à l'Économusée du Forgeron d'Or. Merci beaucoup. Richard, tu es un vrai passionné de ton métier et j'aimerais que tu m'expliques tout d'abord comment les débuts du Forgeron d'Or. Ah, c'est une longue histoire, il y a eu beaucoup d'anecdotes là-dedans, c'est un peu compliqué, mais j'ai toujours eu une passion pour les pierres précieuses, j'ai toujours eu envie de voyager pour aller chercher des pierres précieuses et j'ai toujours été dans des milieux artistiques et c'est comme ça que, tranquillement, pas vite, j'ai été amené à faire de la bijouterie et il y a de cela bien des décennies. Et qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans ton métier de joaillier? Très bonne question parce qu'il y a beaucoup de côtés que j'adore. J'aime beaucoup dire que ma plus belle paye, c'est quand que je dois sortir ma boîte de Kleenex. Parce que les gens sont arrivés avec des vieux bijoux qui appartenaient à leur grand-mère, à leur mari qui était décédé, à leur enfant, et ils ne savent pas quoi faire. Et là, on va leur suggérer 1 million de possibilités. J'exagère peut-être un peu là, en disant 1 million, mais on va leur proposer plein de choses. Et très souvent, on va prendre ces métaux et on va les fondre devant eux. Comme tout à l'heure, tu vas avoir le plaisir de fondre ton premier petit lingot d'or. Et puis, c'est très souvent très émotionnel. Et quand la boîte de Kleenex sort, pour moi, c'est toujours un sentiment que j'ai bien fait mon travail. La boutique ici du Forgeron d'Or est aussi un économusée. Donc, qu'est-ce que ça signifie un économusée? Là, on voit toute l'histoire qu'il y a ici. Un économusée, c'est entre guillemets, c'est beaucoup plus que ça, mais c'est un centre d'interprétation. C'est un endroit que l'on va fabriquer un produit, que l'on va vivre de son produit, qu'on va avoir des artefacts. Ici, j'ai des artefacts qui me proviennent de à peu près 5 musées, dont, entre autres, excusez mon parler, je vais avoir un calice et un ciboire qui datent des années 1600, prêtés par le Musée de la Civilisation. J'ai le premier de tous les bijoux qui s'appelle la fibule. J'ai des relève-jupes, des châtelaines. On ne sait même plus c'est quoi aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de barbel, exemple. Chose qu'autrefois, on ne connaissait pas. Alors, l'Économusée va montrer l'évolution de la bijouterie, va montrer les différents procédés, va avoir des pièces à montrer, comme j'aime beaucoup parler de pierres précieuses, montrer la différence entre un beau et un pas beau diamant. Il n'y a pas que la grosseur qui fait son prix, que ce soit pour les émeraudes, les saphirs. Ici, on est des passionnés de pierres précieuses. On court la planète avec mon épouse depuis plus de 30 ans pour aller acheter des cailloux un peu partout. Richard, tu as plus de 40 années d'expérience en tant que joaillier. Comment est-ce que ton style a évolué? Parce que tu as un style propre à toi. J'aime bien quand tu dis évoluer, parce qu'effectivement, il a évolué. Il y a un exemple, un petit bracelet que de mes tout débuts, je faisais, entre autres à Nice, sur la promenade des Anglais, que je les fabriquais sur le trottoir et que je les vendais. Aujourd'hui, j'en fais toujours, mais un petit peu différent, mais le bracelet en tant que tel est resté le même. Ensuite, il y a mes différentes anciennes passions, comme la sculpture qu'on va refléter sur d'aucuns bijoux. J'ai des lignes qui sortent régulièrement, au moins une fois par année. On développe un nouveau produit, une nouvelle façon de faire, une nouvelle technique, parce que les techniques ont évolué avec le temps. La machinerie a évolué avec le temps. On a toujours les anciennes techniques. Ici, j'aime bien ça dire qu'on travaille à l'âge de pierre, avec les diamants, entre autres. Mais tout a évolué. On est beaucoup plus écologique, entre autres, qu'autrefois. On ne travaille plus non plus les mêmes métaux ou les alliages ont changé. Alors, on a évolué beaucoup. Mais oui, j'ai effectivement des styles qui sont toujours là, comme entre autres, j'aime bien parler de mes bijoux faits avec des fragments de météorites
porter un morceau d'étoile filante, offrir un morceau d'étoile filante. C'est une signification. Énorme. À mon avis, c'est superbe. Richard, tu m'as dit précédemment qu'on irait couler un lingot d'or. Oui. Je suis tellement curieuse de voir et de faire ça. Alors, Alicia, ça va me faire un grand plaisir de te couler un lingot et je voudrais te présenter, à mon avis, la meilleure équipe de joaillières dans très, très grand. Parfait. J'ai hâte de les rencontrer. On va se promener dans les ateliers? Oui, on y Avec va. un grand plaisir, Alicia. On se suit. Merci, Richard. Au plaisir. Vers mes 16 ans environ, là, avec mon père, j'avais construit un chalet dans le bois. Ce chalet-là, qu'on appelait bien sûr le Shack, était le point de rassemblement pour toute notre gang, fin secondaire, début cégep. Ces années-là où tu commences à réfléchir beaucoup, un peu plus justement sur tes valeurs, sur les grandes questions existentielles. On se regroupait là, c'est là que les beaux moments se passaient. Puis on s'est mis à se dire, bien, ça serait le fun que, tant qu'à se regrouper, nous autres, pourquoi pas travailler à faire quelque chose de plus que ça. Donc, on s'est mis à continuer à se regrouper, puis à continuer à faire des soirées, mais en même temps de commencer à organiser des petites choses, puis de voir sur où est-ce qu'on pouvait s'impliquer, qu'est-ce qu'on pouvait donner comme temps. Tout le principe d'implication sociale, le principe de bénévolat, c'est comme, tu sais, tu veux que ta communauté soit quelque chose, bien, c'est à partir du moment où ce que tu commences à toi-même t'impliquer dans quelque chose-là qui commence à changer puis qui commence à te ressembler. Il y a comme une coupure entre anciennement ce qui était l'implication sociale, le bénévolat. On connaît les Chevaliers de Colomb, les Filles d'Isabelle. Tous ces groupes-là avaient une implication sociale à leurs membres qui n'était pas celle peut-être de la génération Y qu'on peut retrouver présentement. Nous, la façon qu'on voulait s'impliquer, c'était le fun de s'impliquer pour les autres, pour notre communauté, mais en même temps, tant qu'à faire ça, ayons du plaisir en le faisant. Donc, nous, on s'est toujours fait un devoir. À chaque fois qu'on fait de l'implication citoyenne, du bénévolat, bien nous, oui, on va faire cette portion d'implication-là, mais en même temps, on va toujours célébrer l'implication de nos membres. Tu sais, au final, ça devient... Tu as l'impression d'être avec tes amis, puis de faire de quoi pour ta communauté, ça n'a pas de prix passer du bon temps entre amis. Là, en plus, dans les dernières années, on a rajouté nos enfants à ça. La compagnie Shack a vécu son baby boom. Fait que maintenant, bien, nos enfants sont là. On travaille avec les enfants, puis on trouve ça important aussi que les enfants nous voient nous impliquer, nous voient travailler ensemble. Ils se disent « Ah, ils sont capables de s'amuser ensemble, ils sont capables de discuter ensemble, mais ils sont capables de travailler aussi ensemble. » Notre projet, à la base, était bien beau. C'était des belles pensées, des belles philosophies. Mais ça manquait un petit peu de structure au début. Donc, par la force des choses, naturellement, on a appris à se structurer. On s'est structuré pour que ça devienne aujourd'hui l'entreprise, l'OBNL que c'est. Au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait aider les autres. Il y avait des bonnes idées. On se disait, nous autres, on va être votre apport en bénévole. Donc, on va arriver, on va aller vous aider, on va vous donner le coup de main que vous avez besoin pour partir. Après ça, après quelques années, on s'est dit que nous autres aussi, on en a quelques projets, que ça fait plusieurs années qu'ils nous trottent autour de la tête. Comment est-ce qu'on pourrait les faire vivre, ces projets-là? Puis un de ces projets-là qu'on a trouvé vraiment rassembleur, c'est le projet de piano public à Saint-Georges. On a mis un piano à la rotonde qui est entre le pont et les passerelles. Puis il y a eu un gros aménagement tout le long de la promenade. Puis après ça, la communauté qui se regroupe autour de ça, bien là, ça devient juste un beau projet. Finalement, le piano public vit par lui-même, mais en même temps, 4 à 6 fois par été, il y a des spectacles d'organisés qui sont là pour la relève musicale en Beauce. Si vous passez à Saint-Georges, je vous le recommande. Allez voir, allez faire un tour. C'est sur le bord de la rivière. C'est dans le centre-ville. C'est un super beau projet. Fait qu'une autre affaire cool qu'on a faite, c'est le concours de citrouilles. Vous aurez dû voir, il y avait des belles pièces de citrouilles qui ont vu le jour. Puis c'est chacun de nos membres, en fait, qui a été invité avec soit un semis ou une graine, à faire pousser chez lui une citrouille, puis de nous partager sa photo. Puis c'était une façon d'être tous ensemble, sans être vraiment ensemble.
Et ça nous a rassemblés tout l'automne de se montrer nos belles photos de citrouilles un petit peu partout sur les médias sociaux. Quand tu es un jeune et tu veux t'impliquer dans ta communauté, pour vrai, tu vas avoir tous les éloges. T'sais, on est habitué que les personnes plus âgées aient plus de temps. Ça fait longtemps qu'ils font ça. À la limite, dans certains cas, même on les prend pour acquis. Quand il y a des jeunes, bien, on se dit toujours, on aimerait savoir des jeunes ou on aimerait ça que les jeunes s'impliquent. Quand les jeunes arrivent, tu es toujours bien reçu. C'est sûr qu'on sort un petit peu des sentiers battus. La Beauce, c'est très entrepreneurial, c'est quand même conservateur, c'est peut-être plus difficile à faire bouger les choses, mais un coup que... En fait, c'est qu'il faut convaincre les Beaucerons. Un coup que tu les as convaincus, t'en as convaincu un, t'as convaincu le lot. Ils marchent en gang, les Beaucerons. Ils ont besoin d'être convaincus, de voir que ton projet il est solide, de voir que ton projet il se tient, puis que tu es motivé à y aller. À partir de ce moment-là, les gens ils vont y aller avec toi. Mais c'est sûr que faut que tu... C'est un milieu où il faut que tu travailles fort, faire tes preuves, tu montres que ton projet il est concret, il est bien réfléchi, tu veux y aller puis que c'est important. Là, tu vas avoir tout le support de la population. Un des objets un peu inusités à la gare de Vallée, ça servait vraiment, c'est un hook, H-O-O-K, c'est un crochet à message. En fait, c'est l'ancêtre du cellulaire. Pendant le 250e, ce que je m'aperçois, c'est qu'ici à Vallée-Jonction, c'est vraiment le ferroviaire qui a permis la création du village. Et on est en train de démolir plusieurs installations ferroviaires ici à Vallée. Et là, je me dis, mon Dieu, la raison d'être du village va finir par peut-être passer dans l'oubli. Et de là, avec la demande du comité culturel de Vallée-Jonction à l'époque, on m'a demandé de trouver des gens autour de moi pour créer un conseil, un petit conseil pour sauver essayer de sauver la gare qui avait à l'époque des avis de démolition sur les vides de la gare. Donc, vers la fin de 1990, on m'avait donné 2 mois de délai pour trouver des gens. Et au bout de 7 jours, au bout d'une semaine, j'avais déjà une dizaine de personnes très intéressées à s'impliquer pour essayer de faire quelque chose pour sauver la gare d'abord. Et on faisait notre première réunion. Donc, il va y avoir tout près de 30 ans dans moins de 2 mois où le premier comité à l'époque, le comité de survie du site de la gare, a été fondé. Et tout a commencé là. Bonjour, mon nom est Tommy Duval. Je suis le nouveau président du Musée ferroviaire de Beauce, ici à Vallée-Jonction. Autour du CA, on a plein de gens qui sont dans différents domaines. Ça va de l'informatique à la menuiserie, à la mécanique. C'est ce qui fait la force aussi de notre regroupement. C'est différents gens qui proviennent de différentes sphères et puis qui ont un but commun de faire avancer le musée. En fait, les gens s'impliquent au musée parce que c'est la passion qui les amène ici. C'est l'histoire, c'est plein de facettes, là. Il y en a qui vont s'occuper de la maquette, il y en a d'autres qui vont faire des restaurations d'artefacts. Chacun est là pour vivre sa passion ferroviaire, mais aussi historique. Bienvenue dans la salle d'attente des hommes. Naturellement, la salle d'attente des hommes dans la gare de Vallée, c'est la plus grande. C'est la salle où les gens venaient parce que c'est la seule salle où il y a une billetterie pour acheter le billet de train. Et dans la salle voisine, c'était la salle d'attente des dames. Ce qui nous unit, toute la gang ensemble, c'est que peu importe notre force, quand on est ici à l'intérieur de ce bâtiment-là, on ressent l'histoire qui nous précède, puis on a le goût de vouloir l'honorer et vouloir la mettre en lumière pour tout le monde. C'est-à-dire donc pour un quelconque visiteur, citoyen, même du village ici, ou habitant de notre région, ou habitant de notre non-région. On a parfois des habitants là, qui viennent de transatlantique là, qui débarquent, puis on est tellement content de leur faire vivre, de leur faire connaître et comprendre l'importance de cette gare-là, dans cette communauté, que n'importe quel bénévole qui débarque ici se sent imprégné par cette énergie-là et a le goût d'honorer cette histoire-là. Puis la meilleure façon d'honorer l'histoire, bien, c'est en la partageant, c'est en l'expliquant à quiconque veut bien l'entendre. On
on a vraiment un grand plaisir encore à toute la gang ensemble à développer des choses. Puis on s'aperçoit que 30 ans après, on a encore énormément de projets à vouloir développer pour que le site devienne encore de plus en plus gros et de plus en plus connu. Fait que je dirais qu'une de mes plus grandes fiertés, c'est qu'il y a de la belle relève qui est là encore pour un autre 30 ans. Alors, Alicia, on est présentement dans l'atelier maintenant. Vu la période que l'on est, on va mettre nos masques pour la distanciation qu'on ne peut pas avoir. Mais ça te prend de plus de protection que ça aujourd'hui. Alors, je vais te mettre un beau petit tablier. Ah, Alicia, tu as tout ce qu'il faut pour couler ton premier lingot. Alors, ici, on a approximativement 20 grammes d'or. Il y en a suffisamment pour faire minimum 5 ou 6 petits joncs. Alors, on va le mettre dans le creuset. Il s'agit d'or 14 carats. Si tu me permets, je vais te partir le chalumeau. Gauchère ou droitière? Droitière. Droitière. OK. Alors, moi, je suis un gaucher à droite. Et voilà. Tu vas devoir monter l'or environ à 1063 degrés. Alors, je vois que ça va très bien. Et je vais t'inviter à prendre le manche du creuset. Oui, tu fais très bien ça. Et tu verses, tu ne garoches pas, mais tu verses tranquillement. Tout en laissant le feu dessus. Tu vois que ton métal est en fusion. Une championne, Alice. On va juste enlever l'oxygène pour enlever le gaz après. Mon premier lingot d'or. Alors, Alicia, c'était ton petit lingot que l'on a passé au pickling. Nous, on a pris un peu d'avance depuis tout à l'heure. On a commencé à le laminer. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est quand même une magnifique petite barre d'or 14 carats que tu vas nous passer au laminoir. Ensuite, on va aller le réchauffer pour l'annihiler. Alicia, si tu me permets, on va le donner à une de nos charmantes joaillières ici. Ouais. Elle va le plier, le couper et elle va nous en faire un petit jonc tout de suite et tu vas la voir en train de souder. Wow. Alors, Alicia, ton petit lingot d'or que tu nous as coulé tout à l'heure, qu'on en a fait une bande, Marie-France l'a arrondi, elle l'a poli, elle lui a rajouté un diamant et un chaton. Et après, elle lui a serti un diamant. C'est sûr qu'on n'a pas vu toutes les étapes parce que c'est quand même assez long. Et une fois terminé comme ça, poli, il ne va rester plus qu'à le mettre dans une petite boîte pour qu'une personne puisse aller le donner. Et ça va être une demande en mariage, j'imagine, qui va avoir lieu durant la période des fêtes à une demoiselle qui ne sait pas tout encore qu'elle va être fiancée. Et tu me dis ça avec, je vois ton sourire à travers ton masque, j'imagine que c'est un peu ça, ta paye, là, créer des émotions chez les gens. C'est magnifique. Ouais. Tu sais, comme on disait au début, un bijou, ce n'est pas qu'un accessoire. Il y a souvent un immense sentiment rattaché derrière cette pièce. Ben écoute, merci Richard de m'avoir montré cette passion parce qu'on la sent profondément chez toi. Ben, ça m'a fait un plaisir de vous accueillir, moi et toute mon équipe de joyeuses joaillières. Merci. Au plaisir!